Je ne vous apprends probablement rien si je vous dis que l'industrie de l'animation japonaise génère aujourd'hui des milliards d'euros chaque année et est en constante évolution grâce à notamment l'explosion des revenus et de la popularité des animes suite à la période du Covid en 2020. Mais derrière ce succès de certains studios et de licences mondialement connues se cache une réalité assez différente. En effet, le secteur de l'animation japonaise est un secteur extrêmement concurrentiel et sans pitié. Même des studios ayant produit des animes populaires peuvent se retrouver au bord du gouffre. Entre mauvaise gestion, budget insuffisant, retard de production ou tout simplement modèle économique fragile. Donc aujourd'hui nous allons revenir sur 4 studios d'animation japonais qui ont fini par faire faillite. Donc on va avoir 4 cas différents. Et vous allez voir même qu'un des studios qui a fait faillite est derrière l'une des plus grosses licences cultes de l'histoire de l'animation japonaise. Pour commencer, on va prendre un cas qui est assez récent avec un studio d'animation qui a déposé bilan en juillet 2025. Il s'agit probablement du studio le moins connu de cette vidéo avec le studio Ekashi Epilka. Vous avez probablement jamais entendu ce nom et effectivement, contrairement au gros nom de l'animation japonaise, Ekashi Epilka, c'est une petite structure qui a vraiment produit très peu d'œuvres en tant que studio principal. Son activité principale reposait surtout sur de la sous-traitance, donc un rôle secondaire et souvent invisible dans l'industrie de l'anime, puisqu'il produit seulement quelques épisodes ou des tâches secondaires, style la colométrie, les décors ou l'animation clé seulement sur quelques épisodes. Ce travail du coup permet de terminer un anime et il reste généralement moins valorisé financièrement et médiatiquement que celui de studio principal. Concrètement, ça signifie que le studio intervenait sur des tâches confiées par d'autres productions et dépendait vraiment des travaux qu'on lui assignait. Au total, Ekashi Elpilka n'a produit que 4 animes en tant que studio principal et seulement un au format TV de 20 minutes classique qu'on connaît avec le Demon Lord Retry qui aura été un léger succès, qui aurait eu une saison 2 annoncée. Cependant, le studio n'aura pas produit du coup cette saison 2. Le studio ne s'est jamais imposé sur l'animation japonaise dans l'industrie très concurrentielle où les petites structures disposent de très peu de marge de manœuvre. À cela s'ajoute aussi une controverse en 2024 qui aura sûrement condamné le studio autour de la production de Dayla in Bloom. Le studio a été accusé d'avoir collaboré indirectement ou non avec des animateurs nord-coréens, notamment en transférant des documents et des instructions liées au fonctionnement de l'animation japonaise. Le studio a bien évidemment nié les faits et les accusations n'auront jamais pu être confirmées officiellement, mais cette affaire a sûrement encore porté préjudice à un studio d'animation qui était déjà fragilisé par les difficultés du marché. Bref, quelques mois plus tard seulement, en juillet 2025, Ekashi Epilka dépose finalement bilan et disparaît. Donc son histoire représente un peu un cas lambda dans l'industrie japonaise où un petit studio, pas forcément avec de gros moyens, comme il en existe des centaines, et va se retrouver en grande difficulté et devoir survivre dans un monde vraiment cruel. Pour le deuxième studio d'animation, on a un studio d'animation un petit peu plus connu qui a quand même tiré son épingle du jeu dans les années 2010. En effet, fondé en 2013 par d'anciens employés du studio AAC, Production IMS semblait avoir un peu toutes les cartes en main pour réussir. En effet, dès ses débuts, le studio enchaîne des productions et décroche rapidement plusieurs projets en tant que studio principal. On lui doit notamment la saison 2 du très populaire Date Alive, le célèbre Shinmei Mao Testament ou encore Undread qui avait fait pas mal appeler à l'époque. C'est des séries qui sont devenues pas des classiques de l'animation japonaise mais qui ont connu un petit succès auprès du public dans les années de 2010 et ont permis du coup au studio de se faire une petite image de marque. À l'époque même, le studio est reconnu pour faire des productions plutôt qualitatives au niveau technique avec des moyens pourtant limités, en gagnant même des awards en 2016. Cependant, la chute est vraiment brutale, cette ascension est vraiment de très courte durée. Seulement 4 ans après, la situation financière du studio se dégrade vraiment. En 2017, beaucoup de dettes pour IMS
Ce qui est marquant, c'est qu'on a aussi plusieurs animateurs ayant travaillé sur les dernières productions du studio qui n'auraient jamais eu leur salaire et leur rémunération entièrement. Donc c'est une situation qui vraiment illustre une nouvelle fois la fragilité de l'industrie de l'animation japonaise, où on a des efforts faits par les animateurs eux-mêmes qui ne sont pas toujours récompensés, et les studios sont toujours en difficulté, et on avait un studio quand même qui avait un énorme potentiel, qui aurait pu devenir une vraie success story, et qui, malgré avoir proposé des séries relativement connues, n'a jamais réussi à se faire une place et a disparu très rapidement. Et en 2018, le studio doit déposer bilan avec une dette de 250 millions de yens, soit 1 350 000 euros. On va maintenant attaquer le cas probablement le plus controversé de cette vidéo et de ces dernières années dans l'animation japonaise, avec un studio considéré comme étant le studio qui a ruiné la vie de ses employés durant différentes années. On a ici deux studios d'animation impliqués, effectivement. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord revenir à la création de Yokohama Animation Lab, un studio fondé en 2015 qui avait un peu pour ambition de se développer dans une industrie de l'animation japonaise en plein essor. Et face à l'augmentation constante du nombre de productions et à la difficulté de gérer plusieurs projets en même temps, Yokohama Animation Lab décide en 2021 de créer un studio secondaire et filiale nommé Clouders. L'objectif est assez simple, permettre au groupe d'avoir une capacité de production plus importante et de prendre en charge plus de productions et de projets en même temps. Sur le papier, c'est une décision stratégique vraiment intéressante. D'autres studios d'animation très populaires de l'époque, notamment je pense à Silverlink ou JC Staff, emploient cette stratégie. Mais rapidement, cette organisation va montrer ses limites, notamment pour Clouders. En effet, en 2024, le cas qui va révéler les problèmes du studio d'animation est le cas Whisper Me a Love Song de Sasakoi, une adaptation d'un manga Yuri de Takeshima Eku, qui était initialement prévu en janvier 2024 et qui a été repoussé de plusieurs mois à cause de problèmes de production. La série a vraiment inquiété les fans pendant différents mois, en effet. Un premier teaser avait été dévoilé sans véritable trailer, donc on avait juste une petite vidéo promotionnelle. Puis pendant plusieurs mois, plus rien, silence radio. Finalement, en novembre 2024, soit 3 mois avant la diffusion de l'anime, on a eu enfin un premier trailer qui a été diffusé, qui révèle aussi également un changement très important avec le réalisateur de la série qui a été remplacé et le fait que la série est repoussée de plusieurs mois. En effet, l'anime commencera officiellement sa diffusion au mois d'avril 2024. Les premiers problèmes vont vite se faire remarquer lorsque l'anime entre dans sa diffusion. On aura de gros problèmes d'animation vraiment très inégales, avec notamment un épisode 7 qui aurait été devenu viral sur les réseaux sociaux pour ses erreurs techniques sur l'animation. Et le véritable problème de Sasakoi ne se limite pas seulement à une animation jugée décevante par une grande partie du public. En effet, on a eu aussi plusieurs témoignages anonymes relayés pendant la diffusion de la série, quand la production aurait vraiment rencontré des difficultés majeures en interne. Certains épisodes auraient été terminés dans des délais extrêmement courts, quelques heures voire même minutes avant la diffusion, notamment pour l'épisode 8, qui aura entraîné de nombreux retards sur la diffusion de l'anime. Les plateformes de streaming ne pouvant pas proposer de traduction en temps et en heure aux fans qui attendaient la série. Ces témoignages aussi évoquent une production en difficulté avec des épisodes confiés à différentes équipes et plusieurs studios sous-traitants afin de réaliser la série dans les délais les plus rapides et brefs possibles. Donc c'est aussi un des facteurs qui explique pourquoi la qualité est très changeante en fonction des épisodes. L'un des points les plus inquiétants sera la santé mentale et les conditions de travail des animateurs autour du projet. Certaines personnes impliquées dans la production ont dû faire face à des heures supplémentaires et une charge de travail extrêmement lourde afin de finir ces épisodes. On a aussi eu la présence de plusieurs étudiants peu expérimentés pour finaliser le projet.
Encore une fois, ce sont des sources encore non officielles et doivent être prises avec des pincettes, mais elles illustrent un problème qui est quand même assez récurrent dans l'industrie. Lorsqu'un projet prend du retard, ce sont souvent les équipes d'animation qui doivent compenser en travaillant dans l'urgence et qui en subissent les conséquences. Et malgré aussi tous ces problèmes, il faut rappeler qu'une chose, c'est que les animateurs du projet de Whisper Me a Love Song ne sont pas responsables de cette situation et que beaucoup ont bien évidemment tenté de sauver le projet. Et selon les informations du trade, Sasakoi ne serait pas le seul projet à avoir rencontré des difficultés au moment de la production. The New Gate, qui sort en simultané avec Sasakoi en avril 2024, lié aussi au studio, aurait également connu les mêmes difficultés en coulisses. Mais contrairement à Sasakoi, les épisodes ont toujours été sortis en temps et en heure, avec une animation correcte, grâce à des animateurs qui ont vraiment redoublé d'efforts pour terminer la série à temps, puisque ces derniers étaient vraiment fans de l'œuvre originelle. En seulement 4 ans, depuis la création de Clouders, le Yokohama Animation Lab restera en mémoire comme le studio d'animation qui a ruiné la vie de nombreux employés et qui aura sacrifié son studio secondaire vers la faillite pour éponger les dettes du studio mère. En 2025, Yokohama Animation Lab est sauvé par l'entreprise Frontier Work, donc une entreprise qui s'occupe habituellement des plannings de production des entreprises d'animation. Donc ça a été annoncé officiellement en janvier que Yokohama Animation Lab devient du coup une filiale de Frontierworks dont le but est d'avoir un studio d'animation pour créer de nouvelles IP originales et de développer du coup des productions internes. Pour terminer cette vidéo, on va sûrement parler du cas le plus emblématique de cette vidéo, notamment avec le cas Gainax. Donc contrairement au studio précédent, Gainax était un véritable monument de l'animation japonaise, fondé en 1984 par des passionnés comme Hideaki Anno, Yoshiyuki Sadamoto et Hiroyuki Yamaga. Le studio va un peu marquer l'histoire avec des œuvres comme Evangelion qui va devenir un phénomène mondial et révolutionnaire de l'industrie. On aura aussi Gurren Lagann qui aura beaucoup fait parler dans les années 2000. Mais derrière cette image de studio culte se cache une réalité beaucoup plus compliquée. Donc, malgré ses succès, Gainax connaît progressivement des difficultés internes, perd plusieurs de ses créateurs historiques et peine à retrouver la stabilité de son âge d'or. Après 2015, Gainax ne produit quasiment plus de nouveaux animes en tant que studio principal. Il y a une grande partie de ses talents qui avaient construit son identité qui sont partis créer et rejoindre d'autres structures. On parle notamment du studio Kara fondé par l'un des créateurs Hideaki Anno, qui a eu une petite success story avec d'anciens membres. Et de l'autre côté, on a le studio Trigger, très connu actuellement, notamment pour les adaptations de Cyberpunk Edge Runner, et qui reprend pas mal l'esprit créatif qu'avait Gainax. Mais le principal problème ne vient pas du manque de production ou encore de la fuite des talents. Donc selon les explications de l'ancienne direction de Gainax après la faillite, les difficultés financières auraient commencé dès les débuts des années 2010, après une série de successions de gestion un petit peu désastreuses. Le studio avait notamment investi dans des projets vraiment éloignés de son activité principale, comme dans la restauration ou encore dans une entreprise spécialisée dans la 3D. Ces choix ont donc aggravé progressivement l'endettement du studio et a détérioré sa réputation auprès des partenaires de l'industrie qui voudront plus travailler avec Gainax. Et ce qui a porté vraiment le coup de massue à l'image de Gainax, c'est en 2019, le président de l'époque a été arrêté pour des faits impliquant des agressions sexuelles sur mineurs. Donc cette affaire avait vraiment fait un tollé à l'époque et avait choqué l'industrie et a encore entraîné une perte de confiance importante autour du studio qui était vraiment en énorme chute. Finalement, en 2024, après plusieurs années de difficultés et de survie, Gainax est contraint de déposer le bilan. Donc la fin de Gainax est un peu particulière puisque c'était un studio qui avait vraiment créé certaines œuvres des plus influentes de l'histoire de l'animation et qui n'a pas disparu à cause d'un manque de talent, mais à cause de problèmes de gestion vraiment criables
des décisions internes incompréhensibles et une perte progressive de confiance dans l'industrie. Au final, nous avons pu voir 4 histoires vraiment très différentes, qu'il s'agisse d'un petit studio comme Ekashi Epilka, d'un studio prometteur comme Production IMS, d'une structure récente comme Clouders, ou même un géant comme Gainax. Aucun studio n'est épargné et est à l'abri de faire faillite. En effet, à l'instar d'un club de foot, tu peux être le meilleur animateur, le meilleur directeur d'entreprise. Si ta gestion est catastrophique ou si les conditions de travail sont mauvaises, généralement ça va créer beaucoup de difficultés et de problèmes pour s'en sortir. Derrière ces œuvres que nous aimons se cache souvent, bien évidemment, une équipe de passionnés mais qui évolue dans un système où les marges sont faibles avec d'énormes pressions, des studios d'animation qui ne sont pas rémunérés en fonction des revenus des productions qu'ils font, hormis s'ils sont producteurs, ce qui participe aussi à la fragilité du monde de l'animation et où la moindre erreur peut se payer cash. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à la partager et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutiendrait dans mes autres projets. N'hésite pas aussi à donner ton avis en commentaire et si tu veux, activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, c'était Nosaki.